C'est ainsi que Marvillez dut se résigner à demeurer un inconnu qui n'éveillait en Fleur aucune surprise quand il lui réclamait du papier à dessin ou des craies de couleur, de la sanguine ou du fusain. Inutile d'évoquer et, par là, d'asseoir pour lui-même une réalité si fugitive qu'elle s'auréolait de surnaturel, celle de son passage, 2 mois auparavant, sur le faubourg Saint-Germain. Il y avait trouvé les gens de la marquise en train de débarrasser l'hôtel particulier de ses meubles et objets précieux. À la vue de ce spectacle insolite, il s'était alors rappelé une confidence de Cyril concernant l'extraordinaire folie du marquis. Comme chaque fois qu'elle faisait allusion à sa vie conjugale, il avait affecté ce jour-là un air indifférent, mais cela n'avait pas empêché la Chaudfontaine de s'étendre sur une singularité qui forçait toujours son admiration. « Figure-toi, avait-elle fait sur ce ton toujours vaguement enjoué, que ce merveilleux bibeloteur s'est mis en tête de racheter un à un tous les biens dont il avait dû se défaire avant notre mariage, depuis d'insignifiants cartons d'invitation à un bal masqué à la cour jusqu'à un lit à baldaquin conçu pour la princesse de Lamballe et ayant appartenu, d'après lui, au château de Rambouillet. Tu ne peux pas imaginer. Même une enseigne de coiffeur peinte par Chardin. Il les a tous récupérés, ou presque, en les pistant comme un Saint-Hubert. Il disait qu'il ne pouvait plus vivre sans eux, que c'était comme si on l'avait amputé, que de cette obstination dépendait son salut. Tu te rends compte ? En découvrant toutes ces choses éparpillées dans la cour et sur le trottoir, en voyant les domestiques les recouvrir soigneusement et les transporter dans un silence religieux, Marvillez avait repensé aux discrètes allusions de sa maîtresse sur les penchants d'un homme pour lequel le siècle de sa naissance n'avait pas de style, car le marquis était resté fidèle à l'idéal d'un autre temps, à ses heures longues, son hédonisme et sa langueur, ses fêtes galantes et son romantisme balbutiant, aux arabesques et à la rocaille, au goût de l'instrument de la vie quotidienne, élaboré comme une œuvre d'art, bref, ce qu'il imaginait de la sensibilité d'une époque que la destinée ne lui avait pas donné de connaître. Que vaut notre temps face à ce siècle de grâce où la femme gouvernait les manières et les mœurs ? Notre temps, poursuivait-il généralement avec un rictus, s'impliquant sans ménagement dans le cercle de son dénigrement, est fait pour l'entassement et l'hétéroclite, les amateurs de bric-à-brac et de brocante. C'est pourquoi, achevait-il, il ne laissera rien de plus que le désordre des restaurations et des révolutions manquées, la trace de ses fièvres avortées, la vanité de ses harangues et de ses utopies. Enfin, concluait le vieil aristocrate, vivons comme s'il n'existait pas. Et c'est ce qu'il avait fait. Sa jeunesse achevée, il s'était livré à ses chimères, s'enfermant dans le vieux palais parmi ses objets, s'inventant un passé et cultivant le mythe d'un impossible retour. Son mariage n'y avait rien changé. Tout juste lui avait-il permis le luxe de s'abstraire du monde et d'en percevoir vaguement l'écho, comme on entr'ouvre la porte le soir pour laisser entrer un dernier rayon de soleil. Ainsi donc, le jour de son passage, Marvillez avait-il suivi d'un œil curieux le long défilé des consoles, des crédences, des marbres et des fontaines à parfum, des commodes à pieds ciselés, des lustres et des candélabres, la parade nostalgique des causeuses, des bergères, des chaises longues qui avaient recueilli maints alanguissements de boudoir, maints rendez-vous sous les lambris, le long cortège des panneaux des cordes pastorales, la procession des porcelaines de Chine, des paravents laqués, biscuits en céramique, des coussins et des tapisseries, tout en songeant avec un pincement au cœur à celle qui avait disparu. Monsieur ferait bien de ne pas insister. Madame n'a laissé aucune adresse pour personne.